Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Notre invité d'aujourd'hui fait partie des pionniers des fabricants de matériel de roller en France et sans doute aussi des pionniers de la pratique du roller à Marseille. Vous avez probablement roulé avec le matériel d'une de ces marques, sans le savoir. On pense notamment à Alcatraz ou encore à Famous. Nous partons à la rencontre de Vince Isaac. Bonjour Vince. Salut l'équipe, enchanté. Je m'appelle Vince Isaac, puis Marseillais de naissance parisien, pro rider par mes débuts et fabricant par la suite. Alors, comment t'as découvert le roller, Vince ? À quel moment, dans quel contexte ? Le roller, comme tout le monde le sait, c'est un sport qui est accessible avec pas grand-chose. Donc, quand tu commences tes passions et un sport, ça te permet de faire un sport à pas cher tout le temps et s'éclater et avoir une sensation de liberté. Donc j'ai commencé, je faisais du théâtre à 8 ou 9 ans et on faisait une pièce sur la place des Abbesses en roller déjà, avec des rollers en ferraille. Et par la suite, sur les coups des 11-12 ans, en 6e, j'ai commencé à faire vraiment du roller jour et nuit. Et t'étais basé où à ce moment-là ? Ce moment-là, moi j'étais sur Marseille et comme j'ai pu voir dans ton podcast, dans un de tes podcasts, une interview de Toto, c'est vrai, on s'est rencontrés dans un métro tous les deux et après on s'est plus quittés pendant jusqu'à maintenant, je crois. Il a fait une maison à côté de chez moi. Ouais. Là. Donc Toto, effectivement, on va l'aborder un petit peu en filigrane dans une partie de l'interview, notamment après sur votre partie sur les fabricants. Moi, justement, les premières personnes qui t'ont mise en contact avec le roller, c'est qui finalement ? Je crois que c'était une vague qui est arrivée à une époque dans les années 80. C'était une vague californienne où on faisait du roller, où c'était fun, ça arrivait en France. C'était tout neuf, tout nouveau, quoi. Il y avait du nouveau matériel, des nouvelles roues qui roulaient sur le béton avec du matériel adéquat et de là ça a fonctionné. Et puis comme je te dis, c'était jour, nuit, l'école c'était roller. J'ai mangé roller, senti roller, bougé roller. C'était ma vie, quoi. C'était mon truc, quoi. C'était ma passion. Voilà, le départ du truc, c'était ça, quoi. T'as des noms de riders de l'époque qui te reviennent ? Avec qui t'as commencé ? Ouais, je dois avoir... oui, j'ai des noms, mais bon, ça dira pas grand-chose. Au début du début, je devais avoir 13-14 ans, 13 ans, tu vois. Donc, les mecs... je vais te donner 3 noms, Gérald, Tom et Jacques, tu les connaîtras pas. Mais oui, j'ai toute une équipe de jeunes. Après, par la suite, c'est devenu un peu plus professionnel sans l'être, vraiment, pour rencontrer un peu plus de gens qui faisaient la même discipline que nous, à un niveau un peu plus élevé. Mais ils se sont passés, je sais pas... de 13 ans il s'est passé 3 ans à faire du halfpipe, de la mini-rampe. Et il y avait les championnats du monde à Münster, mais je devais avoir 15 ans et demi, je crois. Et je suis allé les faire en touriste, pris un train, mes parents m'ont laissé partir, 15 ans et demi, et je suis parti, je sais pas, 10 jours en Allemagne, et là j'ai rencontré... Tony Hawk, toute cette équipe qui était jeune à l'époque. Donc on se connaît tous, quoi, que ce soit du skate, du roller, du BMX, on se connaît quand on était minots, quoi. Et du coup, quand on se voit, c'est toujours agréable, quoi. Donc toute cette scène roulette, je l'ai vécue et je la vis encore, quoi. T'as fait du skate ou du BMX, toi ? Et j'ai fait du skate, ouais. J'ai fait un peu de skate. Tu sais, quand tu fais du roller, à un moment donné, tu traînes tes guêtres sur tous les skateparks. Donc, tu fais du rollo et puis t'es amené à avoir des potes skateurs. Puis un jour, ils prennent les patins et toi, tu prends le skate. Et tu rigoles, tu passes le temps. Et alors, à l'époque, tu roules avec quoi comme matos en quad ? À l'époque, on roule avec des Kryptonix de chez Bravo.
Je l'ai su après par la suite, bien évidemment. Et on roule avec des platines Elite de la serre. Ouais, on avait du bon matos, du vrai matos, quoi. Se tenait bien. Bon, après, on a fait évoluer le truc encore, hein, bien évidemment. Mais ça a tenu, les cryptos, ça a tenu peut-être 8-10 ans, tu vois. Après, quand des passionnés sont arrivés dans le milieu comme autres ou moi, on a fait évoluer encore le truc, quoi. Parce qu'on était pratiquant et parce qu'on aimait ce qu'on faisait, quoi, tu vois. Après, quand t'es juste businessman, t'en fous, tu fais du beurre avec. Mais moi, je roulais avec. Donc, tout ce que je fais, ça passe dans mes mains, je l'essaye. Et pour la rampe, t'avais quoi comme matos? Pour la rampe, on utilisait des trucks de skateboard indépendants en freestyle. Je crois qu'il faisait, pour pas te dire de conneries, ça faisait 110, 100, 100, 103 mm. Et j'avais des bulettes. À l'époque, c'était bulettes. Maintenant, ce qui roule bien, c'est Type S en skateboard. Mais à l'époque, on avait des bulettes. Les bulettes, c'est ce qui roulait le mieux. Et en chaussures, t'avais quoi là pour mettre dessus? Des mauvaises Converse de basket montantes parce que la semelle était hyper rigide et on pouvait mettre des cavaliers sans passer à travers. Ouais, c'était du bric-à-broc, hein. C'était les débuts, hein. On fabriquait nos paires de patins, donc c'est pour ça que quand je vois les gars là qui galèrent pour monter des roues quand c'est des corps en alu, je me dis putain, s'ils étaient passés par le rollo, ils en seraient pas là, quoi. Donc là, t'es à Marseille, tu roules avec un noyau dur de gens où vous roulez tout le temps. Donc vous faites des pratiques assez finalement hétérogènes, quoi. Vous roulez dehors, vous faites du street, de la rampe, etc. C'est bien ça? Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Vous aviez des lieux dans lesquels vous pouviez aller pour pratiquer? À l'époque, tu avais des pipelines. C'est pas des half-pipe encore. C'était le half-pipe qu'on trouve maintenant. C'est un half où tu as un plat de 3 ou 4 mètres suivant la hauteur. Un plat entre les deux courbes de 3-4 mètres suivant la hauteur, tu vois. Mais à l'époque, c'était juste des U, quoi. C'était des demi-pipes. Et on faisait dans des demi-pipes, quoi. Et souvent, c'était en fibre de verre. Et quand tu tombais, ben, tu te refaisais les fesses, quoi. Tu te brûlais tout ce qu'il y avait à brûler sur le bonhomme. Mais bon, on était motivés, quoi. Tu te fabriquais tes protèques ou tu as acheté du matos de protection? On a acheté des protèques, mais elles étaient jamais assez bonnes. Donc on mettait des nigasquettes dessous. Avant que les nigasquettes arrivent, je mettais des nigasquettes dessous en néoprène pour pas que la protèque glisse sur le genou. Mais tout ça, on a toujours été obligé de jongler avec le matériel parce que quand tu tombais, les genouillères étaient faites pour le skateboard. Donc quand tu tombais, souvent tu faisais 3 pas et tu te jetais sur les genouillères. Tandis qu'en roller, quand tu tombais sur les genoux, tu faisais pas 3 pas, quoi. Tu tombais sur un genou et un roller souvent, ou sur les deux genoux. Donc souvent tu avais une genouillère qui glissait et tu te faisais des pizzas, quoi. Donc on a fait des bric-à-broc, quoi. Donc depuis le début, on bricole les jouets, quoi. Tu vois. C'est normal que par la suite, sans le vouloir inconsciemment, j'en suis arrivé à continuer à bricoler, quoi. Je reviens 2 minutes sur les personnes avec qui tu roulais. Est-ce que à l'époque tu roulais avec des Niçois? Parce que je pense qu'on a de mémoire, on a parlé de toi dans l'interview de Manu Locus. Ouais. Est-ce que tu roulais avec Alex Collin, tout ça? Ah, grave, mais c'est toujours mes copains, tous ces mecs. Alex, c'est toujours mon poteau. Tu sais, le truc, c'est que c'est une famille. Les mecs qui ont fait ça, il n'y avait rien à gagner au départ. Tous ces gars-là, c'est ma famille. Tu sais, la famille, tu as une famille que tu choisis pas, c'est la tienne, et puis tu te fais une famille que tu choisis. Et tous ces mecs-là, que ce soit Alex, Zabo, Manu, Dallas, tous ces mecs-là, Toto, mais bon, Toto, on compte pas, lui c'est mon frère. Tous ces mecs, tu les as choisis, tu vois. Et puis, ce qu'il y a de sympa, c'est que 40 ans après, ou peut-être 40, 30 ans, 35 ans après, ben, on est toujours là, on est toujours passionnés parce qu'on est des mecs passionnés. Et puis, on prend toujours, c'est tellement agréable de se recroiser, de se voir, de passer un moment ensemble. C'est ça la vie, je crois. Vous faites toujours du roller ensemble ou pas? On fait d'autres sports, d'autres trucs. On fait du kite, du wing. Tu sais, des sports un peu, disons, un peu plus, qui font un peu moins mal, qui font beaucoup moins mal.
qui sont beaucoup moins physiques. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu as été professionnel et que tu as été très bon dans un truc, j'ai pas la prétention de dire que j'ai été machin, mais bon, quand tu fais des shows, que tu fais 180 shows dans l'année, trois fois par jour, que tu as un jour pour aller, un jour pour revenir, t'es jamais chez toi, tu es une machine. Et donc, du coup, tu as un niveau qui est un vrai niveau. Et quand tu arrêtes d'être une machine, ton niveau, tu régresses, bien que tu as toujours tes acquis. C'est comme le vélo, tu vois. Mais ton cœur, ta pompe, ton machin, pour tout remettre en route, c'est le roller en halfpipe, c'est vraiment, ou en street, c'est vraiment un sport. T'as un cardio qui monte à pas possible, et t'as besoin de jus, tu vois. On fait pas du tourisme. Tous les autres sports, comme le wing, le kite, bon, la planche, t'as besoin d'un peu plus de physique, mais au niveau cardio, c'est rigolo, quoi. Le vélo pour le cardio, mais bon, le vélo fait mal au cul. Mais bon, j'ai commencé le vélo là, donc il fallait bien faire quelque chose, il faut s'occuper, tu vois, sans se faire mal. Mais donc du coup, je fais du vélo électrique, ça n'a rien à voir. Mais et du coup, je vais faire des casques de vélo électrique parce que comme je me mets dans le truc, tant qu'à faire, j'associe l'utile à l'agréable. Parce que moi, mon truc, c'est me faire plaisir. Tu vois, si je me fais bander dans un truc, je me lance. Sinon, je préfère faire autre chose. C'est mon but, c'est mon style life, tu vois. Après, il faut avoir les possibilités et de se donner les moyens. Mais quand t'as compris que tu voulais te faire plaisir dans la vie, et puis le jour où ça me fera chier, je ferai autre chose. Mais le roller, je continue encore. Je me démerde de faire évoluer de temps en temps quelques produits, de les mettre sur le marché. J'ai toute une équipe de riders qui me suivent et qui me prennent pas pour ce que je ne suis pas. Je m'entends bien avec tout le monde et c'est cool, quoi, tu vois. On va en parler après, effectivement, parce que je vois que notamment chez Famous, t'as beaucoup de riders qui ont leur roue à leur nom. Juste pour revenir sur la partie compétition, toi, ça a été quoi les moments forts, les compètes qui t'ont marqué Moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est quand j'avais rien et que j'étais en panne de cœur et que mon pote, il est venu me chercher, il m'a dit, écoute, moi, je suis chez Rollerblade, viens, on va tourner, on va faire des shows, je te mets le pied à l'étrier et on va voir ce que tu fais. Et il m'a pris, je sais pas, un mois dans son camion, on a fait tour d'Europe. Lui faisait ses shows, moi je faisais mes bricoles à côté, jusqu'au moment où j'ai pu m'enquiller chez une première marque, Razor, qui commençait. Inconsciemment, je leur ai fait un patin. Ça a été le début du truc. Après, j'ai tourné quand Gali a commencé à faire Out. Je lui ai donné un coup de main aussi pour ses produits. Il est parti de chez Rollerblade. J'ai enquillé chez Rollerblade 3 ans. Où là, ils m'ont pris pour un citron. Bon, j'ai beaucoup appris, hein, mais ils m'ont pris pour un citron et ils m'ont bien pressé. Et puis après, avant d'aller chez Blade, j'ai fait un tour chez Rossès. Je les ai tous faits. Je suis allé dans toutes les boîtes. Je suis allé voir comment ça se passait, comment ça tournait. Ça m'a permis de voir un peu ce qu'il en était et de voir que c'est pas ce que je voulais faire et de penser à commencer à monter mes produits, à faire mes produits. Donc par la suite, j'ai eu l'occasion de faire des produits pour tout le monde. On m'a amené en Chine et puis on te montre une fois et puis à un moment donné, quand t'as montré une fois, logiquement, tu sais retranscrire, quoi. Si t'es un autodidacte, quoi, parce que je suis autodidacte. Tu travaillais sur quoi comme matos? C'était des patins complets, c'est les roues, les platines? Surtout patins, les grind plates, c'est moi qui les ai sortis avant que 50, que tout le monde les sorte. Je les bricolais dans la cave il y a tellement longtemps. Après, j'ai fait le premier Razor qui est sorti complet. C'était une vraie merde, mais bon, ils avaient écouté qu'à moitié. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Pas mal de produits. J'ai bossé un peu chez Power Slide à l'époque aussi, avant que Mathias soit un énorme. C'était une micro-industrie. Avant que je sois pro et que ça explose, c'était une micro-industrie, tu vois. Donc c'était à taille humaine. Après, ça a explosé dans les années 97, 2000, 2002, 2003. Et après, ça a commencé à descendre. Donc après, il est resté à peu près que les puristes, quoi. T'avais quel âge quand t'as commencé à bosser dans le matos? J'avais pas 18 ans, je crois. 18 ans, ouais. Un petit peu comme Toto, finalement. Vous avez démarré super tôt. Ben, on a démarré super tôt parce qu'on s'est retrouvés super tôt, tous les deux, dans un métro, à faire du roller, quoi. C'est parti de là, quoi. Tu dis, t'as fait toutes les marques. Cette période où t'as enchaîné les marques, elle a duré quoi, une dizaine d'années?
Je crois que j'ai signé en 97 ou 18 chez Rollerblade. Et pendant 2 ans et demi, j'ai tourné pour tout le monde. Mais vraiment pour tout le monde. J'ai tourné pour Red Bull, j'ai tourné pour tout le monde. J'ai fait le tour du monde. Il y avait des shows qui se faisaient un peu à droite à gauche, donc je prenais les shows. Jusqu'au moment où j'ai enquillé chez Rollerblade, où là, tu avais un salaire et il fallait... à un moment donné, en fait, je pouvais plus faire le gitan, quoi. J'avais mes vieux qui étaient là, qui me disaient « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Donc du coup, je suis reparti sur la route, en Chine, et j'ai fait quelques produits, je suis revenu avec, et puis j'ai fait l'épicier. Parce que je me suis dit, des épiceries fines, il y en aura toujours. Parce que je me considère pas du tout dans ce milieu, dans le game, quoi, dans ce gros game. Du coup, les premiers produits que tu fais toi-même en Chine après Rollerblade, c'est quoi? C'est un protège-hanche qui s'appelle un protège-hanche que je livrais dans une boîte à pizza. On se faisait des pizzas sur les hanches. Donc, c'était un protège-hanche que j'avais fait sous la marque Out dans une boîte à pizza. Et après, avec Alcatraz, j'ai récupéré ce protège-hanche. J'ai fait des premières genouillères, protège tibia. Et après, j'ai décliné les casques. Mais les casques, c'était compliqué parce que les casques, fallait faire son moule, fallait investir beaucoup pour le moule. Après, il fallait faire des patentes, passer des tests. Et quand t'es un piou-piou, c'est beaucoup d'invest, quoi. Et en même temps, il fallait faire le fichier client, aller voir les clients, tout fait, quoi, de A à Z, quoi, seul. Là, les produits que tu fais, en fait, tu fais des produits pour plusieurs marques. Ça se passe comment? Tu produis de la marque blanche? Tu faisais tes produits en Chine ou? Non, j'ai des copains clients qui me demandent des produits et de temps en temps, je leur sors un produit. Mais t'es freelance à ce moment-là? Ça ressemble à quoi? T'as quoi comme statut? Ah, j'ai un statut, j'apparais nulle part. Et je te donnerai pas de marque non plus, mais j'apparais nulle part, quoi. Tu vois, je fais mon truc de mon côté, et à côté de ça, j'ai des potes qui me demandent de me faire ça. Alors je leur fais en plus. Donc là, aujourd'hui, on connaît principalement la marque Alcatraz sur tout le matos de Protec Multigliss. Mhm. Il y a la marque de Roo Famous. Ouais. Quelles sont les marques que tu as créées, hormis celle-ci? Après, j'ai une marque de skateboard qui s'appelle Magnet. Et j'ai fait une marque de trottinette qui s'appelait Ultimate. Après, comme je te dis, je fais des produits à droite à gauche. Après, j'ai fait des produits comme je faisais du kite. J'ai fait des produits dans le kite, des planches de surf, plein d'autres trucs, quoi. Mais quand je te dis j'ai fabriqué, ça veut dire que j'ai fait les modèles, j'ai créé les modèles, passé les patentes, et j'ai mis les modèles sur le marché. Après, évidemment, tu vends du roulement, le roulement, tu n'inventes rien, à part tu choisis les cages et les billes suivant ce que tu veux. Mon truc, c'était de créer des produits. Alors, c'est long, c'est coûteux, mais au moins, tu sais ce que tu as. Et tu sais ce que tu vends. C'est quoi le process de création? Comment il fonctionne? Bah, ça dépend si tu fais de l'injection ou de la couture. Au départ, pour de la couture, tu fais du bric-à-broc avec du fil, tu fais tes protections et tu montres tes échantillons, tes prototypes avec la couturière qui est là-bas en Chine et tu les montes sur place. Au début, c'était comme ça. Après, ça a évolué, mais à la sortie, ça reste comme ça. Je me retrouve toujours avec le mec qui fait l'injection ou le mec ou la nana qui fait la couture pour choisir les points, les croiser, savoir suivant certains points ça tient, d'autres non. Suivant certains alliages, ça fonctionne bien ou ça glisse ou pas. Donc le gros avantage que j'ai, c'est quand je vais en Chine, je fabrique et j'essaye de suite après. Donc le retour sur produit, tu l'as de suite. Tu sais si ça fonctionne ou pas. Tu vas régulièrement en Chine? Je pars dans 8 jours. Mais tu vas plusieurs fois par an? 3-4 fois. Bah là, j'étais un peu malade avec le Covid. C'était un peu compliqué, là. Ça a été très compliqué, en fait. Avec ce Covid, tu vas une première fois pour fabriquer, une deuxième fois pour voir si ça tient la route, et une troisième fois pour contrôler. Et une quatrième fois, tu vas faire des foires. Tu sais, des foires, tu peux trouver aussi des fabricants qui vont te permettre de faire évoluer tes produits. Par exemple, la roue, c'est pas compliqué, hein. La roue Famous avec le corps, je comprenais pas pourquoi les mecs en trottinette avec ces deux pauvres roues, ils allaient plus vite que nous. Et ben, c'est pas compliqué, hein. Et j'ai essayé avec des corps alu parce que je savais que la gomme fait pas tout. La gomme fait beaucoup, mais ce qui fait le plus, c'est le corps. C'est-à-dire que si ton corps s'écrase autour de ton roulement, eh ben, tu perds de la puissance sur ta gomme. Ta gomme, elle s'écrase et au lieu de revenir, ton corps s'écrase aussi.
Tandis que quand tu as un corps dur, ta gomme revient. Du coup, le jour où j'ai essayé ça, j'ai trouvé ça fou. Tu prenais 30% de vitesse en plus. Tu prenais un demi-mètre, en fait, en half-pipe. Et un demi-mètre, à un moment donné, c'est énorme. Et après, j'ai fait évoluer la gomme. Parce que les gommes que j'utilise, c'est sûr, elles sont hyper tendres, plus tendres que le marché. Elles s'usent plus vite, mais elles vont plus vite que toutes les autres roues. Et ça, que tu prennes des cover under ou que tu prennes tu sors un bon produit, au moins tu vois si ton produit il est bon. Si les gens te copient, ça veut dire que ton produit il est bon et que tu es dans le bon chemin, quoi. Donc je pense que les roues peuvent évoluer encore. Je voudrais revenir juste sur ta découverte, les premières fois que tu vas en Chine et que tu commences à comprendre comment ça marche. Comment ça se passe pour toi, en fait? Je suis allé en Thaïlande pour voir une usine qui n'existait pas. Je suis allé en Chine pour rencontrer des gens qui n'existaient pas. Mais t'es arrivé plein de plans. Mais ça, c'est une autre aventure, quoi, tu vois. Mais c'est pour ça que il faut être là-bas. Tu peux rencontrer des gens ici, des peintres, et qui te disent ouais, je fais ci, je fais ça. Mais tant que t'es pas allé à l'usine, que t'as pas rencontré les gens, que t'as pas vu ce qu'ils faisaient, entre ce que les gens te disent et ce que les gens font et ce qui se passe là-bas, c'est deux choses différentes. Là, toi, donc tu disais tout à l'heure, tu as commencé à fabriquer du matos vers 18 ans. Tes parents te demandaient un petit peu ce que tu faisais. Comment ça se passait, toi comment il s'est passé ce passage de... Déjà, tu faisais quoi? Tu as fait quoi comme études, comme école? Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à fabriquer? Écoute, l'école, j'y allais en roller et je repartais en roller. Souvent, je tombais sur le dirlo, je rentrais à l'école en chaussettes. Ouais, c'était compliqué pour moi. L'école, qu'est-ce que je me suis emmerdé. Mais peut-être parce que j'ai pas trouvé les profs qui me faisaient, qui m'ont fait décoller, quoi. Et c'est ça le problème. Des fois, tu trouves des profs qui sont extraordinaires et t'as envie. Et comme moi, je marche avec l'envie et la passion, si tu me fais pas vibrer, tu vas pas m'intéresser. Donc je suis parti de là, je parlais pas anglais, je parlais pas espagnol, je parlais rien du tout, j'étais personne. Ça a été plus compliqué par la suite. Après j'ai donné des conférences dans des amphis, je me suis rattrapé par la suite, mais c'était une période où je me suis régalé parce que je faisais du roller, mais à l'école, qu'est-ce que je me suis c'était compliqué. On va pas dire parce que on va dire que je me suis fait chier, mais c'était compliqué quand même. Tu sais, il y a des gens qui sont c'est compliqué. Il y a des gens, c'est pour qui c'est compliqué. Pour moi, c'était compliqué, quoi. Bon, après, ça m'a pas empêché d'apprendre sur la route et j'ai mis beaucoup plus de temps. Par la suite, il a fallu que je paye beaucoup plus de gens, même pour ma boîte, parce que et puis tu apprends. On te montre une fois quand t'es intéressé, hein. Si on te montre une fois comment ne pas payer autant, la deuxième fois, tu vas le faire parce que la première fois, tu t'es fait assommer, quoi. Et c'est tout pareil. Mais bon, tu payes pour apprendre. Chose qu'à l'école, j'avais pas compris, mais c'est gratuit quand même. Enfin, partie. Donc, faut pas cracher sur l'école. J'ai des minots, je les tanne pour qu'ils y aillent le plus longtemps possible. Quand t'as été un pseudo-cancre, tu te dis, ouais, mon fils, il faut qu'il aille plus loin parce qu'avec un peu plus, il ira encore plus loin. Tout à l'heure, on parlait de Munster, en fait, un peu les débuts du street et de la rampe. Ça me fait penser à l'époque, donc on est en quad. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais du fait d'être passé professionnel. Est-ce que ça, c'est concomitant au passage en ligne ou est-ce que déjà en quad, ouais, y a cette notion de professionnel? Absolument pas. Le quad, c'était, y avait rien. C'est-à-dire que tu avais 15 pélos qui allaient faire la compète. Tu avais 2 Français où il y avait nous on était 3, c'était nous, on était en force. Je crois qu'il y avait Taïk, Toto et moi. T'étais en force. Après tu avais 2 Suisses, Sandoz et Ivano. Après en américain tu avais Run Right. C'était comme si c'était hier. Hein. Tu avais Run Right et Jimmy Scott. Ben c'était mes idoles tout ça, ouais. Tous ces mecs là. J'avais 18 ans. Les mecs, je voyais sortir du half-pipe. J'étais un piou-piou. Et c'était des extraterrestres, les gars. Il y avait Kalak, un Allemand. Tu avais 2 frères aussi. Tu avais Longares. Et tous ces mecs-là, Longares, Toto, Raphaël, Ivano, moi, on est tous passés au inline. Quand on a vu qu'il y avait moyen de vivre de ça, et on a tous fait le pas, quoi. C'est-à-dire que quand le inline est arrivé en Europe, il a fallu faire la promo pour les grosses marques.
Et on a essayé de s'enquiller, quoi. Je crois que Raphaël Sandoz, il était sur Rollerblade avec Toto. Tu avais Ivano, il était chez Rossès. Tu avais Marco, il était chez Rollerblade. Et on était tous en quad à l'époque à Munster. Et le skateboard était mélangé avec le roller. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de distinction entre les deux. De toute façon, vous utilisez le matos du skate en plus. Ah oui, non, mais il n'y avait aucune distinction. Et puis surtout, quand on se revoit, on prend plaisir. Quand je revois les skateboards, ces vieilles chaussettes, c'est toujours un plaisir. Et donc, passage en inline égale professionnalisation. Et donc, c'est à partir de là qu'il commence à y avoir plus d'argent. Et c'est à partir de là que commercialiser du matos, ou aider à la conception de matos, c'est-à-dire... Avant de commercialiser du matos, il a fallu traîner ses guêtres, cramer les transports, que ce soit train ou autre, pour aller faire des compètes. En Suisse, on nous appelait avec Dallas, on nous appelait les missionnaires, quoi. On arrivait, on n'avait rien à bouffer, quoi. On n'avait rien, on arrivait sans un sou, quoi. Et il fallait qu'on gagne la compète, quoi. Pour prendre un billet, souvent on se faisait inviter à bouffer là-bas, on dormait dans le skatepark avec des duvets. Et on avait un peu de sous parce qu'on pouvait pas cramer en Suisse le train pour partir en Allemagne. Donc on payait un peu de train en Suisse, on allait en Allemagne pour faire des compètes ailleurs, là-bas pour gratter encore un petit billet pour aller à l'autre compète, quoi. Et c'est comme ça que tu te fais connaître. Les missionnaires, on nous appelait. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Mais les premières années, quand tu arrives par exemple chez Rollerblade, là Rollerblade, il te paye quoi? Enfin, il te défraie ou il te donne un salaire? Non, parce que la France voulait me récupérer chez eux, mais je les avais envoyés se faire foutre avec mon bon ton. Donc du coup, ce qui m'intéressait, c'était l'Europe. Parce que moi, je tournais en Europe. Déjà, j'avais fait le tour d'Europe, toutes les compètes, et j'étais là-bas. C'était pas pour me cantonner à faire les shows sur les plages, quoi. Et je dis rien, hein, pour les gens qui ont fait des shows sur les plages. Ça devait être super génial, c'était super, tu vois. Mais c'était pas mon but, quoi. Tu m'insultes quand à l'époque j'étais un peu extrême. Avec le temps, ça s'est calmé. Alka 13, la marque Alka 13, elle naît quand? La marque Alka 13, elle naît après Out. Après avoir fait Out, et en fait, quand j'ai fait des produits pour Out, en même temps, je roulais pour Rollerblade. J'ai fait 2-3 ans là pour Rollerblade. Et comme je te disais, ils m'ont pressé comme un citron. Donc du coup, fallait que je me casse. Donc Out. À la fin de Out, quand Toto faisait Out, moi je faisais des produits là-bas, mais je roulais chez Rollerblade aussi en même temps. Et en fait, Rollerblade, ce qui se passe, c'est quand tu fais 180 jours de show dans l'année, tu as un jour pour y aller, un jour pour revenir. À un moment donné, comme ils disent les Marseillais, t'es jamais chez toi, tu sors des compètes, puis d'un coup, ça devient un métier. Tu gagnes bien ta vie, hein. Franchement, tu gagnes bien. On gagne bien sa vie. On gagnait vraiment bien sa vie. Tu avais une vie de rockstar. Mais surtout quand tu venais de rien, tu avais rien, et que d'un coup, on te donnait 1500 ou 2000 balles en euros, ça te faisait, je sais pas, tu faisais 30 000 balles, 30 000 francs, 35 000 francs avec les shows. C'était quand même, d'un coup, tu te disais, oh, c'est super. Le problème, c'est que d'abord, j'avais pas la mentalité, et puis moi, le roller, ça a toujours été un kiff et une passion, que là, d'un coup, ça devenait un travail, quoi. C'était une machine, quoi. Alors, je me cartonnais le soir avec toute l'équipe et tout, c'était génial. Mais le matin, je faisais que ça. Et le soir, tu remets le couvert, et le matin, tu remets le couvert toute la journée, et tu fais que ça, quoi. Et puis à un moment donné, tu n'en peux plus, quoi. On s'est un petit peu éloigné du sujet, du coup, là, on partait des shows. La marque Alka 13, elle sort après Out. De quelle manière? Elle sort parce que je roule chez Rollerblade, et que Rollerblade me presse comme un citron, et qu'à un moment donné, je me dis, je donnerai plus mon cul pour personne. C'est fini, ça. Donc, le truc, c'était que j'avais eu une expérience avec Toto en Chine, et j'avais fait quelques produits pour lui. Donc, du coup, je me suis dit, je repars en Chine, je vais me faire mes produits, et je vais vendre mes produits. Voilà. Et je vais me faire la com moi-même de mes produits que je vends. Voilà. Mon but, c'était ça. Les premiers produits Alka 13, alors, c'est quoi? Protège hanche, genouillère, protège tibia, et après, les casques. D'accord. Donc, le protège hanche dont tu parlais tout à l'heure avec les boîtes à pizza. Exactement, ouais. Okay. C'est ça qui m'a permis de connaître un peu, de voir comment ça se passait, quoi. Quand tu montes ta marque, il faut se faire sa pub. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour faire ta pub? Donc là, tu montes un team. Comment ça marche en fait pour te faire connaître? Ah non, le début,
C'était le début, c'était moi. J'ai vendu, je me vendais moi-même. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je vendais mon corps pour les autres. Et comme j'ai tourné énormément et que quand tu es dans les, je sais pas, le top 5, top 10 Europe, à peu près tout le monde te connaît un petit peu. Tu vois ce que je veux te dire. Donc à partir de là, moi, souvent on faisait des shows avec Rollerblade dans des gros magasins et tout ça. Ben je prenais des cartes à l'époque. Je me préparais au jour où, à un moment donné, je ferais mes trucs et j'aurais déjà quelques clients, quoi. Alors, je ferais pas beaucoup de produits au début, mais j'aurais un panel de clients. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire que j'étais au four, au moulin et sur le marché. On trouve vraiment la même approche que Toto. Toto, il nous disait qu'effectivement, il continuait à rouler et puis qu'à chaque fois qu'il allait faire une démo ou quelque chose, soit il prenait les cartes, soit il en laissait et il préparait en fait l'arrivée de sa marque et de ses produits. Ben ouais. Ben c'est parce que on a toujours fonctionné comme ça, quoi. On a toujours été sur le terrain. Là maintenant, tu as des réseaux, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Faut se rappeler, il n'y avait pas tout ça. Pourtant, on n'est pas vieux, quoi. Tu étais obligé d'être sur le terrain, et c'est pour ça que j'ai un bon affect et un bon rapport avec toute la scène du rollo, quoi. D'abord, quand j'étais pro, ils étaient plus jeunes, et puis j'ai toujours eu énormément de respect pour ces mecs-là. Parce que ils faisaient ça tous par passion et ils ont grimpé tous ces mecs. C'est-à-dire que nous on s'est retirés par la force des choses et puis eux ont pris notre place et c'est génial. Et c'est ces minots qui gravitaient autour qui sont encore dans la partie. Et je peux te donner des noms. Tu as Kevin Quentin, tu as Anthony Avella. C'est des mecs qui ont créé des assos, qui travaillent du roller. Après tu as des mecs sponsors. Tu as Julien Cudeau. Qui est là depuis des années et des années, qui est maintenant le plus fort, qui a roulé chez moi à un moment et qui re-signe cette année. C'est que de l'affect, quoi, tu vois. C'est bon, heureusement, bien sûr, un jus tu le payes, mais c'est que de l'affect. C'est-à-dire que je connais pas un gars qui me crache dessus. Par contre, les patrons de marque, je veux bien qu'ils me crachent dessus, ça me dérange pas. Mais tous les riders, c'est ma famille, tu vois. Donc, à un moment donné, entre faire du business et privilégier les riders, eh ben, je préférerais privilégier les riders, quoi. Et je pense qu'ils te le diront tous, quoi. Mais attends, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, je veux bien que les patrons de marque ils me crachent dessus, mais enfin, quel est ton rapport avec les autres marques? Ah, ils viennent de me pleurer dans mes guêtres. Ils me disent, ah, lui, il m'a fait ça, ah, lui, il m'a fait ça. Ça me fait beaucoup rire. Je ne dirai pas de nom non plus. Parce que j'ai cette étiquette j'ai ces deux étiquettes d'être patron de marque, mais d'être quand même un rider, tu vois. Et je me mets plus du côté des riders que du côté de patron de marque, tu vois. Et ils ont jamais fait de roller, la plupart, hein. C'est pas ma famille. Et puis, ils en ont rien à foutre. Ouais, c'est ça, ok. C'est la différence entre ceux qui sont là, ils font du produit, ils font du business, quoi, et ceux qui viennent du patin. Et c'est des trucs qu'on a discuté assez longuement avec Greg et Seb de Universkate, par exemple, où ils racontaient, ok, bah nous on fait des patins pour les patineurs et on est là pour que notre écosystème il fonctionne. Et donc faut faire des choses pour notre écosystème, etc. quoi. C'est un peu la même chose que tu es en train de dire finalement. Ouais, et ils sont très bons. Je les aime beaucoup et ces deux mecs, bravo. Belle dédicace à eux, franchement, chapeau les gars. Je voulais en faire la transition vers Famous. Famous, marque de roues, avec Jean Talus, noyau alu. C'est une techno qui a laissé dubitatif du monde pendant un petit moment. Ouais. Je me souviens qu'il y a eu plusieurs marques, notamment une marque de Montpellier à une époque avec Zoran qui était sortie. J'avais connu sa marque, c'était PSI, de mémoire. Les vitesseux, il y a un moment, ils avaient essayé l'alu et ils s'étaient dit ouais, bof, moyen, parce que finalement, ils étaient en petit diamètre et ça leur apportait pas une grosse plus-value. Puis finalement, tu vois des marques comme Bont aujourd'hui, notamment avec des roues avec Jean Talus qui reviennent. Qu'est-ce que ça apporte? Tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure, et particulièrement dans le street. Bah, c'est le futur. C'est le futur. C'est pas compliqué. Tu t'imagines des roues de bagnole avec des jantes en plastique ou quoi? Ça va être compliqué, hein. Parce que quand tu sautes de 4 mètres et que tu tombes sur des jantes, des plastiques, bon, tu vas avoir de l'absorption, mais t'auras pas un retour et puis elles vont casser au fur et à mesure. C'est l'évolution, tu vois. Après, la grosse évolution qu'il faudrait faire, c'est que ce soit plus léger, avec des nids d'abeilles ou des trucs comme ça, tu vois. Mais le problème, c'est que le prix de la roue serait trop cher et il y a pas de marché. Bien sûr que moi, je peux la faire évoluer, le truc. Mais après, ta roue, elle vaut une blinde. Après, le marché ne s'y prête pas.
Mais oui, tu peux faire des évolutions. Il y a plein d'évolutions à faire encore. Ouais, justement, tu parles du prix des roues. Moi, je suis d'autant plus sensible à ça que à la base, j'étais plutôt patineur de vitesse, en tout cas pendant l'essentiel de ma carrière. Le marché de la roue, c'est un marché où globalement, les roues, elles sont hors de prix, quoi. Aujourd'hui, tu arrives sur des roues de course qui sont entre 30 et 40 euros l'unité, ce qui devient complètement délirant. T'en penses quoi, toi, de ces politiques de prix par rapport au marché? Ben, ça dépend qui l'a fait. C'est-à-dire et d'où elle arrive. Et avec quel uréthane. Et qui c'est qui la met en route. Qui c'est qui la fabrique. Et qui c'est qui la distribue. Et qui c'est qui fait la communication et comment elle est faite. Mais la plupart du temps, à part des bicomposants sur de l'uréthane, pour moi, c'est de la branlette. Mais si tu mets un corps dur, avec une gomme, ça fait le taf. Le problème, c'est que si tu fais 2 gommes, tu as 2 étapes. Donc, à un moment donné, ta roue va forcément coûter plus cher. Et le truc, c'est que c'est pas dit qu'elle marche mieux, et c'est pas dit que tu en vendes plus, tu vois. Donc, et après, t'es limité. Si c'est pour vendre des roues à 30 balles pièce, jamais je vendrai des roues à 30 balles. Parce que c'est destiné qu'à une certaine catégorie de gens, et il faut des prix pour tout le monde. Tu sais, c'est un sport de pauvre, le roller, à la base. Faut pas oublier, quoi. Donc ça c'est avec rien, tu fais du roller. Il y a une autre question que je me pose là-dessus. Pourquoi est-ce que les roues, elles sont vendues par 4, alors que nous, on a quand même 8 roues sur nos rollers, tu vois? Ben parce que t'as des gars en street qui utilisent que 4 roues. Mais moi, je les vends à l'unité. Si tu veux une roue, chez moi, tu peux acheter qu'une roue. Mais après, un magasin, il voudra t'en vendre 4, c'est évident. Parce que les roues de street, t'en as 2 grosses sur les côtés, vous le savez, et des anti-rockers. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est une question de marketing et de commercial. Les mecs, ils essayent de bourrer, de vendre le plus. Mais bon, chez moi, si il y a un problème sur une roue, d'abord, je la remets. C'est-à-dire que c'est rare que j'ai des soucis sur des roues. Mais ça arrive. Des fois, t'as des bulles ou quoi, ça arrive. On peut pas dire, ouais, mes roues, c'est les meilleures, c'est pas vrai. Des fois, t'as un problème. Mais moi, je remets, c'est cadeau. Il n'y a pas un mec qui fait ça dans l'industrie. C'est quoi ta relation avec les magasins? Ah ben avec le peu de magasins qui restent. Ouais, c'est vrai, il en reste pas beaucoup. Il en reste très peu, tu peux les compter sur une main. J'ai des relations assez friendly parce que d'abord c'était des passionnés, des mecs qui montent des magasins, des vrais magasins je parle, comme Click and Roll, Roller & Co, tu as Macchio, tu as Nomad. Après, c'est des gens qui m'ont toujours soutenu et que j'ai toujours soutenu dans les moments difficiles, tu vois ce que je veux te dire. Ça a été un échange. Tout le temps, quand ça a été dur, j'étais là et ils ont essayé d'être là quand c'était dur pour moi. Mais le problème, c'est qu'en tant que distributeur, c'est toi qui fais les banques. C'est toi qui fais la banque pour tout le monde. Donc, c'est compliqué comme place. Et je pense qu'à un moment donné, mon métier va sauter. Quand tu parles de métier de distributeur, du coup, c'est un petit peu l'intermédiaire entre l'usine et le magasin. Exactement. Les modèles économiques, ils varient pas mal en ce moment à ce niveau-là. Ils sont en constante mutation. On a vu des marques comme Rollerblade, notamment, qui essayent de bypasser un peu les distributeurs et les shops avec de la vente en ligne directement. Ça, c'est un modèle qui se développe de plus en plus. T'en as d'autres qui, eux, essayent d'éviter le réseau intermédiaire de distribution et de plus avoir de distributeurs et de passer en direct avec les shops. Mais ouais. En fait, l'histoire qui se passe, c'est que suivant où tu bases ta boîte et le nombre de magasins qu'il y a à l'heure actuelle, et en plus de ça, c'est toi qui fais les avances, à un moment donné, tu te dis, ouais, est-ce qu'il vaut mieux pas envoyer directement de l'usine, quoi? Il ressemble, ouais, ça c'est le modèle de Bonte, typiquement. Mais ouais, mais ça va être le modèle de tout le monde. C'est ça le problème. Il y a 5-6 ans avec Toto, on avait proposé ça aux fabricants. On avait dit, ouais, on monte une boîte, on monte une boîte là-bas et nous on fait les agents et ça dispatche tout de la Chine. Mais c'est ce qui est en train de se passer avec Amazon, avec AliExpress, avec Wish, avec machin, tu vois. Dans notre secteur et dans tous les secteurs, c'est économique, ça va être comme ça. Les distributeurs vont sauter et un jour, les magasins en physique vont sauter. Ouais, alors ça, c'est un truc sur lequel, effectivement, on sent arriver la tendance. Il reste quand même une question. Comment choisir correctement une paire de rollers quand tu l'as jamais mis le pied dedans? Et est-ce qu'on va finir comme avec l'Allemagne ou avec le marché de la chaussure, où typiquement, en Allemagne, tu as un exemple qui est donné, où les gens, ils achètent la taille au-dessus, la taille en dessous, et puis après, ils prennent celui qui leur convient et puis ils renvoient l'autre. Tu vois le marché arriver comme ça, toi? Ouais. Bon, on fait pas encore ça, on n'est pas aussi vicieux que ça, nous. Ou dépensier, ou intelligent, comme tu veux, mais on fait pas ça, nous. On prend souvent le produit, et puis quand ça va pas,
Même moi, chez moi, des fois, il y a des mecs je vends un peu sur le net, tu vois. Mais moi, par exemple, le prix que je vends sur le net, sur le site alka13.eu, c'est le même prix que je vends dans les magasins. C'est-à-dire que mon site à l'heure actuelle, c'est pas pour faire de la promo, c'est pas pour faire défoncer les produits, puisque c'est moi qui les fais et c'est moi qui mets les prix. C'est juste pour bloquer les prix par rapport aux clients, par rapport aux magasins. Pour pas que les magasins ils délirent, tu vois, ou ils me défoncent mon produit. Après qu'ils veulent le vendre plus cher, c'est pas un problème, parce que les gens, s'ils le vendent plus cher au magasin, ça veut dire qu'il y a eu un service ou il y a eu quelque chose. Mais avec les prix que je fais, les gens travaillent à deux, chose que chez les autres, ils travaillent pas à deux sur les produits. Et il y a aussi un truc, c'est que je défonce pas les produits, quoi. On va expliquer juste pour les auditeurs ce que c'est que de travailler à deux. Ben, c'est simple, moi j'ai un prix d'achat, j'ai un prix de vente. Le prix de vente est hors taxe pour les retailers, c'est-à-dire les revendeurs. Et les revendeurs multiplient le prix que je vends par 2, plus TVA, et vous avez ce prix à la fin. C'est tout simplement, quoi. Mais les mecs, je leur donne à manger, quoi, tu vois. Un produit acheté 100 chez toi, il est disponible à 200 en magasin, moins la TVA. Et il est vendu 500 par la suite, parce que le magasin prend 200, et il y a la TVA, ça fait 500. Bon, j'ai pas de produit à 500 encore, hein, mais bon, nous on fait plutôt avec 10 balles, 20 balles, 40 balles, 50 balles. Mais bon, un jour j'aurai des trucs à 500, mais pas encore. J'ai une question qui me vient là quand on parle. Est-ce qu'il est possible pour certains produits de produire plus localement qu'en Chine ? Non. Ou est-ce que c'est juste impossible parce que le savoir-faire de tous les cas, il est là-bas en fait ? Bah écoute, on a tout importé là-bas, quoi. Et toutes les machines, elles sont là-bas. Ici, faire quelque chose, ne serait-ce que faire tourner une machine pour faire de l'injection, il va falloir ramener le chimique ici, c'est-à-dire l'uréthane. Mais rien qu'en ramenant l'uréthane, t'en as pour 34%. Parce que ça pollue. Et qu'à un moment donné, regarde les bagnoles. Une bagnole qui vaut 80 000, l'État, il la vend 140 000 maintenant. Et il te met un bonus écologique pour produire en France, c'est pareil. Et en plus de ça, tu aurais les charges qui seront dingues. Et les produits qu'on fait, le coût est tellement moindre, petit, que c'est pas possible. Tu pourrais pas les faire fabriquer ici. Ou tu aurais pas les mêmes prix. Non, je parle pas forcément en France. Ça peut être, je sais pas, en Europe de l'Est ou ailleurs, mais... Ouais, en Europe de l'Est. Mais le problème, c'est que même que le transport soit pas cher, c'est ce qui s'est passé là pendant un moment. Les transports étaient prohibitifs. Je sais pas, moi j'ai payé un conteneur, un petit me coûtait 1000, un gros me coûtait 2000 à une époque. J'ai payé le petit 10 000 et j'ai payé le gros 19 500, 20 mètres et 40 pieds. Parce qu'il y a eu un embargo et tu sais, c'est pas compliqué. Les gens qui font les transports, c'est les patrons. Et là, on a bien pu voir que c'était les patrons. Parce qu'ils nous ont retourné l'économie. Le truc, c'est que en ayant un transport aussi cher que ça a un avantage. Pourquoi ? Déjà, tu vas être obligé de mettre beaucoup plus d'argent dans ton conteneur. Parce que tu sais qu'il te faut 5 à 7% de transport, du prix du transport par rapport à la valeur de ta marchandise. Donc du coup, tu vas être obligé de faire arriver beaucoup de marchandises et beaucoup d'argent dans ton conteneur. Quand ton conteneur va arriver ici, d'habitude, tu fais 50 000 de commandes dans un petit conteneur. Là, tu vas en mettre 200 000. Mais tu vas avoir à payer la TVA à arriver. Et tu fais grossir le PIB du pays. Tu ramènes plus de valeur à ton pays. Et c'est ce qui s'est passé en faisant augmenter les transports. Dans le monde entier, les gens ont été obligés de commander plus. Les États ont pris plus de TVA. J'ai fait une commande x4. Mais tout le monde a fait ça. Donc, chaque pays a pris plus de TVA. Et l'économie est montée. C'est pour ça que quand notre cher président nous dit on est en augmentation, machin, ouais, tu m'étonnes. Après, pendant le Covid, on a super bien travaillé. Et après, ça a été la dégringolade. Mais grosse dégringolade. Ouais, ça a été le paradoxe du Covid. C'est-à-dire que les usines en Chine étaient fermées. On s'est retrouvé avec une situation où il y a eu un peu de chance finalement, c'est que les marques avaient du stock et qu'elles ont pu écouler le stock. Mais elles se sont aussi rapidement retrouvées en rupture. Donc le Covid a été bénéfique d'une manière assez inattendue pour le roller. Par contre, la reprise a dû être un petit peu plus difficile parce qu'il a dû falloir remettre les usines en marche, non ? Ben, les usines, tu sais, quand c'est des petits, s'ils travaillent... tu sais, à une époque, ils coupaient l'électricité pour les faire arrêter de travailler. Mais à un moment donné, les mecs, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils mangent là-bas. Donc,
je peux t'assurer que la Chine a bien changé. C'est-à-dire que t'as un revenu, t'as une middle class qui s'est créée. Les gens qui sont à l'usine touchent 600-700 $. Alors effectivement, c'est pas beaucoup pour ici, mais crois-moi que tu vis là-bas correctement. Du coup, il y a des gens qui ont un peu tourné, tu vois. Les médias, ils te disent ce qu'ils veulent te dire, hein. Donc les usines, elles ont pas toutes fermé et pas toutes aussi longtemps qu'on te l'a dit. Et puis les gens sont restés chez eux, ne sont pas sortis en Europe. Donc quand n'ont pas dépensé d'argent au resto, n'ont pas fait de sortie. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font pour se faire un peu fantasmer? Ben ils achètent sur le net, quoi. Et c'est ça qui a fonctionné, c'est ça qui a permis de fonctionner, quoi. Donc finalement, c'est des revenus disponibles en plus du contexte où on a envie de prendre l'air et de faire du patin à côté de chez soi. Ouais. J'ai une autre question que j'ai jamais posée et sur laquelle je me pose plein de questions. C'est par exemple typiquement sur des roues. Les roues, elles sont finies, on les jette à la poubelle, quoi. Enfin, et écologiquement, quand même, ça reste quand même du plastique ou de l'alu, du réthane, etc., quoi. Est-ce que si on voulait, il y aurait des moyens de refaire quelque chose, en fait, de refaire un peu d'économie circulaire là-dedans et de pouvoir récupérer tout ça et d'en refaire autre chose? Bah, l'alu, éventuellement, tu pourrais le fondre. Tu l'amènes chez un fondeur, tu vois. Mais je vois que ça, quoi. Après, s'il y a de la vieille roue, moi, je pense que il faudrait récupérer toutes ces vieilles roues qui traînent de tous les riders. Ce qu'ont fait des collègues. Moi, mes collègues ont fait beaucoup de kite. À Madagascar, on a créé une asso et on récupère les vieilles ailes de kite que tout le monde donne et on en fait des voiles de bateau pour les pêcheurs. Tu pourrais les envoyer, toutes les roues, les récupérer et les envoyer en Afrique, parce qu'il y a un potentiel en Afrique. Et maintenant que l'Afrique s'est séparée de la France et que on va plus les plumer, je pense que ils vont évoluer, tout simplement. Les secteurs changent. Ça serait les aider d'envoyer notre vieux matos en Afrique. Ça serait un vrai truc. Ça, c'est un truc, les gars, que vous pourriez communiquer et faire la promo et récupérer. Ouais, on a déjà fait ça. Donc. Vous avez fait? Ouais. Non, c'est ça. Dans les années 2000, on demandait aux gens de laisser leur matos, leur vieux matos dans les magasins. Et après, on avait Bruno Roland, un pote qui malheureusement n'est plus là, mais qui était. Mais non, mais Bruno, je connais très bien Bruno. Voilà. Bruno, il passait. Les gars, Bruno Roland. Hey. Excuse-moi, vas-y. Non, et Bruno était routier à l'époque, donc il passait chez un pote à nous dans lequel on centralisait tout. Ouais. Il prenait ça, il amenait ça à Toulon. À Toulon, on mettait ça dans un bateau militaire parce qu'un de nos potes était militaire. Et on envoyait. Et ensuite, ça partait à Dakar. Bravo. Et à Dakar, après, ils étaient vraiment contents de récupérer tout ce matos. À chaque fois, on envoyait 400-500 kilos de matos quand même. Tu vois. Bravo, les gars. Enfin, c'est comme vous, en fait. C'était la débrouille, quoi. Tu connais des gens qui disent, bah ouais, moi, je peux faire ça, machin, etc., tu vois. Ouais, il y a eu pas mal d'élan par rapport à ça. Il y a eu plein d'assauts qui ont fait ça. Il y a eu Calou, il y allait, je me souviens, avec sa voiture. Ouais, bah Calou, c'était par Calou qu'on faisait ça. Ouais. Il y a eu aussi Planet Roller qui avait fait ça. Il y a eu quelques grandes assos parisiennes qui l'ont fait à un moment. Il y a eu Ride on Lille. Il y a plus récemment, il y a eu Johan. Ouais. Johan, qui est un gars qui a traversé, pareil, l'Afrique du Nord en patin, qui avait fait une action caritative de ce type-là. Donc il y a des actions dans ce sens-là. Ça bouge. Et est-ce que Toto, il vous a parlé du GTK? Ah, le clan? Ah non, non, on n'en a pas vraiment parlé, je crois, de mémoire. Ah, mais quelle histoire, ça! Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est un truc de fou. Un jour, on s'est dit, putain, comment on pourrait faire pour faire des tournées et aussi la promo du truc, mais plus rassembler tous les meilleurs. On s'est dit, bon, ben, on va organiser un tour free, freelance, tu vois, les mecs, ils vont venir, ils vont payer leur trip. Et puis, on va tous se rassembler, on va prendre des camions et on va partir. Une fois, on est parti Suède, Danemark, Allemagne. Une autre fois, on a fait tout le Tour de France avec tous les meilleurs européens. Et une autre fois, on est parti en Afrique, au Maroc. Vous avez jamais raconté ça? Non, je crois. C'est vrai que le GTK, on aurait pu, ouais. C'est un point qu'on avait oublié. Ah, le GTK, putain, en plus, c'est quoi? Il a une bande d'images et des interviews sur tout le monde. Toto était dans les films. Il faisait des films. Du coup, il a des teasers sur tout le monde avec des images de dingue. Un jour, on pourra faire l'apologie du truc, quoi. Avec toutes ces jeunes têtes qui sont devenues vieilles après quelques années.
On a plein d'images rigolotes. Donc c'était le GTK, quoi. C'était une aparté et c'était vraiment un truc super, quoi. Je voulais revenir sur Famous. Parce que Famous, on a parlé effectivement du matos. Tu parlais aussi de ta relation avec les riders. Et effectivement, quand on voit le nombre de riders qu'on leur promodèle, entre guillemets, on se dit que effectivement ça se passe plutôt bien avec eux. Ouais. Si c'est OK pour vous, je vais citer tous ceux que j'ai vus sur ton site, parce que ça fait quand même une belle tranche. Il y a Nicolas Mougin pour la rampe, Otto Bolanos qui est aussi un rampeur, Onoda, Coco, Ravira Garrido, Cirque du Soleil, Nel Martin, Cirque du Soleil, Amandine Condroyer, donc Didine qui fait à la fois du street et aussi du ice, du Red Bull Crash Ice, Anaël qu'on a interviewé ici et qui est elle au skatepark de Nantes, Romain Godner, qu'on a connu tout petit à Roller Park Avenue et un gros client quand il s'agissait de faire des tricks très aériens. L'Australien, C.J. Wellsmore. Ok, Atkinson, lui, qui a pareil des super lignes en skatepark et qui est hyper connu pour un style vraiment à part, qui a gagné plusieurs fois le FIS World Series. T'as Fabiola da Silva, quand même. Alors, qui est dans les noms que t'as indiqués. Tu la connais bien? Ouais, c'est que des gens de mon époque, hein. Excuse, hein. Elle a 40, elle est un peu plus jeune que moi, elle doit avoir 42, 3. Mais c'est des gens, on s'est côtoyés sur les compètes, quoi. De partout, dans tous les pays. Et puis tous ces petits jeunes, là, tous ces là, Condroyer, Amandine, Bodner et tout ça, c'est que des minots, quoi. Et puis à un moment donné, je me suis dit qu'ils avaient la légitimité d'avoir un produit dans l'industrie du roller, tu vois. Alors les marques, elles m'ont craché dessus, d'autres m'ont craché dessus en me disant ouais mais tu fais ça tel et tout. Et je dis mais tu sais pas qui c'est ces mecs, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas ce qu'ils ont fait ces gens-là. Et moi je fais les roues que je pense que les gens méritent pour avoir une trace dans l'industrie. Parce que sinon, tu es que de passage. Et après, il n'y avait rien à gagner, hein, je t'explique. Hein, je leur ai fait pas grand-chose. Je crois que j'avais sorti 1000 roues, 2000 ou 1500 roues, tu vois, un truc dérisoire. Je leur filais des roues à eux pour qu'ils les revendent et qu'ils se fassent un bon billet dessus. Voilà, le deal, il était là, tu vois. C'était pas, ça cassait pas 3 pattes et un canard, tu vois. Mais ça leur permettait d'avoir un produit en main, comme moi j'ai eu. Après, s'ils avaient envie de quelque chose, de faire quelque chose, il y avait Kevin Quentin aussi, hein. Et Anthony Avella aussi. Il m'en reste 2 ou 3, mais effectivement, j'avais Jérémy Kessler, César Andrade, Lamine. Il y a Kessler, il y a César Andrade. C'est ma famille, tu vois, voilà. C'est toute la famille. C'est tout, ceux qui ont 10 à 15 ans, c'est tous mes minots. Et les autres, c'est mes brothers. Toi, t'as eu quoi en termes de pro modèle, toi? J'ai eu des pro modèles de roulement, je crois. Bidon. Un truc bidon. Okay. Moi, on m'a donné des roulements. Donné des roulements que c'est pas moi qui les faisais. Et par contre, il y avait ma tronche dessus. Tu vois ce que je veux dire? Le super menteur. Super menteur. Ouais. Mais bon. Tu vois, moi aussi, je suis un peu vieux. Quand on me dit Vince Isaac, la première chose qui me revient, c'était la couverture de Crazy Roller numéro 1. Ouais, le trocard. Alors, tu vois, par exemple, pour te donner un truc, avec vous, je l'ai fait, mais j'avais pas spécialement envie de le faire. Bon, après, je vais vous regarder les articles que vous faisiez et tout ça. Mais le plan, c'est que faut pas oublier que Crazy Roller, c'est moi qui lui ai mis le pied à l'étrier. Et amateur, pareil, j'ai mis le pied à l'étrier. Bon, lui était un peu plus sympa, tu vois, un peu plus comme ça, mais il était gentil, tu vois, il venait de chez moi. Et j'ai fait la démarche tellement de fois à tellement de gens. Après, évidemment, ça m'a servi un peu, tu vois, heureusement. Par la suite, j'ai arrêté les médias. Tu me vois pas beaucoup sur les médias. J'ai pas envie de. D'ailleurs, on trouve très peu de traces de toi. Hein. J'en ai un peu chié pour trouver des infos pour préparer l'interview. Hein. Tu n'en trouveras pas. J'en ai quelques-unes. J'ai beaucoup de presse avec beaucoup de photos quand je faisais pour les autres. Après, le plan, c'est que moi, j'ai toujours fait ça par passion, tu vois. Et les mecs qui ont fait quelque chose, ça m'a toujours fait kiffer que le mec, il se bouge et qu'il fasse un truc dans ma passion, tu vois. J'avais une dernière question, moi de mon côté. Ton avis sur le retour du quad dans les skateparks? Ah, on va en parler de ça. C'est important quand même. C'est quoi ce sectarisme? Les gars, évoluer quoi. Les gars en rolo, en quad. Je vais pas me faire des copains. Il faut pas. On va être plus intelligent. Alors le truc c'est ça. Nous, on vient tous du quad, que ce soit Acta, que ce soit toute l'équipe là. Dernièrement, dans un événement, ils voulaient pas inscrire des mecs qui faisaient du inline, mais c'était des mecs qui ont commencé par le quad et qui se sont remis au quad. Et effectivement, le problème, c'est que les mecs qui font du inline, exemple Acta, il va à Nantes, il m'appelle et tout, et il me dépité le gars. Je lui dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, il voulait pas m'inscrire
parce que je venais du inline et que machin. Je dis mais c'est quoi ce délire? Je dis maintenant ils choisissent les gens qui veulent s'inscrire. Non mais attendez, c'est quoi ce délire? Actarus, il a fait du quad au début, après du line, et là il est allé sur une compète et ils lui ont refusé de s'inscrire en quad. Ouais. Le problème c'est que c'est sûr que s'il n'y avait pas eu du copinage, il a gagné la compète. C'est pas le problème, tu vois. Mais c'est la façon de réfléchir et de penser. Pour faire évoluer ton sport, si tu commences à refuser des gens dans des événements et que tu restes en vase clos dans ton univers, eh ben tu vas pas ouvrir tes écoutilles. Il faut ramener des gens, tu vois, qui aient fait du roller, du skate, du machin. Sinon, tu gardes ton sport qu'à toi. Tu auras le derby, tu auras un peu le freestyle. Donc freestyle, c'est courbe et street. Et il faut que les gars y réfléchissent et il faut qu'ils montent un vrai tour. Il y a un truc à faire en quad. Mais bon, c'est très élitiste, hein. C'est une petite scène. Ça revient, on en parle beaucoup, mais il faut refuser personne. Ça n'existe pas, ça. En filigrane, il y a peut-être un truc que Walid il a abordé peut-être de manière implicite, c'est ok, il y a un retour du quad, mais c'est un retour aussi beaucoup du quad féminin. Comment tu vois ça, toi, cette évolution-là? Moi, j'aime bien regarder les nanas qui font du quad et du inline. Je trouve ça vachement joli, quoi. Maintenant, faut pas, elles ont rien inventé et je veux pas leur, au contraire, hein, tu vois. Elles viennent d'arriver, mais il faut se souvenir que quand même il y avait des gens qui ont fait évoluer le quad. Le quad, il est pas arrivé comme ça, quoi. Avec les trucs larges, avec les machins, tu vois. Il y a eu une histoire. L'histoire, elle commence pas de maintenant. Donc c'est ça en fait le truc, c'est qu'ils regardent pas l'histoire qu'il y a eu. L'histoire commence maintenant pour eux, on va dire. Mais l'histoire pour nous, elle a commencé depuis très longtemps. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je revois. Je suis d'accord, c'est un sport pour eux qui est jeune, qui revendique et tout ça. Mais le problème, c'est que si nous on revient en quad, elles et ils seraient étonnés de ce qu'on est. Parce que moi j'ai mis les quads la dernière fois. Ben, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo en fait. Hein. C'est assez rigolo quoi. Donc il faut pas. Je fais des roues de quad pour la danse avec un gars qui est super populaire, qui ça marche très bien. On va à la Love Parade à Barcelone. Juste, ils sont un peu étriqués les mecs. Ils croient que ça y est, ils sont arrivés, mais quand t'arrivais, nous on revenait quoi, cousin. Ouais, clairement, ouais. On le voit sur la scène. C'est pas moi qui l'ai dit cette fois-ci, c'est bien. Ah, ça me fait plaisir de parler avec des gars comme moi, dis donc. Souvent aux filles, on leur explique ça, quoi. Ouais, ok, ces figures-là, vous les trouvez géniales et tout, vous avez l'impression de les inventer, mais ça fait 30 ans que ça existe, quoi. C'est un grand débat. Ben ouais. Tu sais, une fois, je suis tombé sur une fois, je sais plus comment, bref, je suis tombé sur une pub pour une platine italienne avec les trucks à 45 degrés, etc. Ouais. Et après, j'ai regardé le marketing d'une marque américaine qui sortait la même platine en disant que c'était tout neuf, machin et tout. Et en fait, j'étais mort de rire. Parce que la platine, elle devait dater des années 70, quoi. Ouais. Et là, c'est là que tu te dis quand même qu'effectivement, on oublie assez vite notre passé, quand même. C'est clair. Ils ont tendance à... ça dépend. Quand c'est des petits jeunes, hein. Tu les prends pour des petits jeunes. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour faire les vieux cons, mais quand moi j'ai commencé à faire du roller, par exemple, j'ai commencé à rouler avec les grands de mon époque, quoi. Moi, j'ai commencé fin des années 80. Et en fait, les gens, ils te passent cette culture, en fait. Et tu roules avec des gens, ils te passent cette culture, puis si tu fais le petit con, ils vont te mettre une baffe et ils vont te dire, vas-y, c'est bon, attends, il y avait des gens avant toi, tu vois. Et maintenant, il y a plus vraiment ça parce que il y a une espèce de, à un moment, il y a une espèce de coupure. Ben oui. Voilà, ces sports sont arrivés avec les réseaux sociaux, etc. Et il y a pas forcément non plus d'anciens qui sont arrivés à l'intérieur pour dire, oh les gars, attendez, il y avait des trucs avant, donc voilà, c'est la situation, elle est un peu comme ça maintenant. Il y avait une transmission d'une génération à l'autre, et alors que là, finalement, le truc, il est un peu ressorti ex nihilo. Ah ouais. Donc, il n'y a pas eu cette transmission qui, avant, faisait qu'on avait un héritage derrière. Parce qu'il est pas venu de chez nous. Merci les gars, ça me fait plaisir. Mais parce que c'est pas venu de chez nous en fait. C'est un sport qui a été importé d'ailleurs, alors qu'avant, la manière dont on faisait du roller, la manière française, on a notre manière de faire du roller, elle a été transmise de génération en génération parce qu'on roulait tous avec les plus grands. C'est un peu ma théorie. Hein. C'est exactement ça, t'as tout résumé quoi. Et que là maintenant, c'est que des petits et qu'ils arrivent. C'est reparti avec le derby. Ça a été un coup de vent pour le rollo. Et quand le derby il a fait le tour, il a fallu remettre un coup. Donc il y a eu le halfpipe, le street en quad.
Mais ils ont rien inventé. Et la roller dance. Mais bon, après, c'est rigolo. Le seul problème, c'est que dans le roller, c'est un sport pour les pauvres et on se mélangeait avec tout le monde, que le mec soit riche, qu'il soit clochard ou qu'il soit homo ou qu'il ait des palmes ou des grandes oreilles. C'était ça qui nous rapprochait, tu vois ce que je veux te dire. Et quand je vois qu'il y a des secteurs qui se font, tu vois, et je trouve ça un peu ridicule. Et clivage, pardon, excuse-moi. Je trouve ça très, très ridicule. C'est dommage. C'est pas comme ça que tu fais évoluer un sport. Tu vas rester comme ça. Moi, je disais toujours que le roller, c'est la société en modèle réduit. Qui t'aimerait qu'on interviewe? Il faut faire Nel Martin. Ouais, parce qu'il faut faire, les gars, tu vois, ces mecs-là. Là. En français, tu as Diaco aussi. C'est un petit jeune. Il se démerde, il s'est transporté au cirque, il bosse, il a changé de vie, un travail, c'est fantastique. Maintenant c'est la tribune libre pour toi. Donc voilà, tribune libre, je vous ai donné un truc, j'avais pas très envie, mais comme je vous sens super cool, c'est cool. Je suis assez content. Voilà ma tribune libre. Bon, je te remercie Vince pour cet échange intéressant à la fois sur ton parcours et sur le marché du roller et les différentes marques que tu as pu animer. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à faire la promotion des podcasts que nous avons réalisés et qui vous plaisent. Ils sont disponibles sur la plupart des plateformes les plus réputées. Donc voilà, faites des likes. Faites du partage et vous pouvez aussi faire un don à l'association pour la promouvoir et puis nous permettre de continuer à vous faire des podcasts de qualité. Merci Vince et à la prochaine fois. Merci. Merci à vous.